et bienvenue dans mon émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour avec Alain Héry, qui est mon invité. J'ai la joie de l'accueillir. Alors, on se connaît depuis un petit moment. Alain, bonjour. Bonjour Patricia, un vrai plaisir de participer à ton émission. Voilà, Alain Héril, qui est psychanalyste, sexothérapeute, formateur et conférencier. Et donc, nous allons parler sur le sujet de l'amour sacré, de la sexualité sacrée, avec un titre, On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, la première question qui m'est venue, Alain, c'est pourquoi ce titre? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Pourquoi ce titre qui Bah, est questionnant finalement? ouais, c'est-à-dire que je vais te répondre en faisant un petit détour. J'ai arrêté de consulter il y a quelque temps, mais j'ai quand même beaucoup travaillé avec les couples puisque j'ai été thérapeute de couple pendant plus de 20 ans. Et que ce que j'ai rencontré, c'est des personnes qui venaient principalement pour une problématique de désir liée à leur sexualité, mais derrière ça, il y avait aussi une problématique qui était liée à l'amour, au lien, à la sensibilité du lien, à tous ces éléments-là. Et donc, des personnes qui étaient impliquées dans le lien entre le désir sexuel, l'amour, qu'est-ce que c'est que s'aimer, qu'est-ce que c'est que se désirer, bon, avec des grandes questions auxquelles ils ne trouvaient pas de réponse, bien entendu. Et l'idée, c'est qu'en fait, que dans une sexualité dite sacrée, en fait, au-delà du lien, au-delà de la rencontre avec la personne, ce que l'on cherche, c'est une rencontre avec une énergie qui s'appelle l'amour et qui en fait est au-delà du couple. Et mon idée, c'est que quand un couple rentre dans une dimension sacrée de la relation, qui va passer par la sexualité, c'est pour trouver cette dimension de l'amour, c'est-à-dire comme si le couple était un réceptacle de l'amour possible dans un sens presque inconditionnel, dans un sens universel, et que être en couple avec quelqu'un, c'est faire l'expérience de l'amour. C'est pour ça que je dis que on ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Alors ça, bien entendu, c'est une dimension très spirituelle que je suis en train d'amener là, et c'est comment les couples vont passer à travers un certain nombre d'épreuves, de difficultés, d'incompréhension, pour toucher cette dimension-là, qui est une dimension qui est un peu une dimension transcendante du couple. Et mon idée, c'est celle-là dans le livre, et c'est pour ça que j'essaye de donner dans ce livre quelques clés, quelques pistes pour aider les couples à aller vers cette dimension qui est une dimension qui les dépasse. Et l'idée, c'est comme si être en couple, c'est aller vers quelque chose qui dépasse la simple notion du couple. Et pourquoi c'est si important pour toi de promouvoir cet amour sacré, cette relation sexuelle sacrée de nos jours? Ben parce que je pense que nous sommes dans une époque qui est une époque qui est en déficit de sens et où beaucoup de personnes, et j'en fais partie, beaucoup de personnes cherchent un sens à leur vie et s'aperçoivent que le sens n'est pas forcément dans la matière, n'est pas forcément dans la réussite sociale, professionnelle, même si elle est importante, et qu'il y a autre chose, et qu'il y a un autre sens à trouver, et que ce sens, il me semble, se trouve aussi dans la rencontre avec l'autre. Que l'on soit quel que soit le type de couple que l'on forme, il y a dans la rencontre avec l'autre une expérience de vie qui est en place, une expérience de vie où on cherche à deux à trouver un sens à son existence. Et donc, il me semble naturel à partir de ça de dire que ce sens que l'on trouve a une dimension philosophique, mais aussi une dimension spirituelle, et que le couple est un creuset à l'intérieur duquel la spiritualité peut se trouver. Encore faut-il dépasser un certain nombre d'épreuves, si je puis dire, pour rentrer dans cette dimension-là du couple et qui est, à mon avis, une dimension qui transcende, comme je disais tout à l'heure, et qui donne au couple une dimension naturellement sacrée. Oui, d'ailleurs, tu nous dis très tôt dans le livre que pour accéder à cette union sacrée, une des premières choses à faire, c'est de sortir des schémas de fonctionnement parentaux qui nous influencent parfois sans même qu'on s'en rende compte. Oui, 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 et ça c'est très important parce que je pense que c'est presque le premier travail à faire, c'est-à-dire de se rendre compte que le couple que l'on forme, bien souvent, de par l'éducation, de par la culture à laquelle on appartient,
bien souvent, le couple que l'on forme est une espèce de reproduction inconsciente des couples parentaux, d'un côté comme de l'autre, soit une reproduction à l'identique, soit une reproduction en se disant je ne vais surtout pas faire comme mes parents ont pu faire. Mais même en se disant je ne vais pas faire comme mes parents, c'est encore être sous l'influence des parents. Donc c'est très important d'avoir une conscience, une vigilance qui permettent de reconnaître qu'est-ce qui, dans le couple que l'on forme, est en lien avec les structures et les schémas parentaux pour pouvoir, bien entendu, s'en débarrasser, s'en éloigner. Mais pour s'en débarrasser, s'en éloigner, il faut en prendre conscience. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Et bien souvent, c'est principalement le travail qu'on va faire en thérapie de couple. Une fois qu'on a dégagé ça, qu'on en a pris conscience, mais la question, c'est qu'est-ce que je fais avec cet autre-là? Quel est le sens de cette relation? Parce que je pars du principe que on ne se rencontre pas par hasard, que c'est des rencontres souvent d'inconscient à inconscient, et que donc, au-delà de la compréhension des schémas parentaux, il y a à ce moment-là une compréhension, une tentative de compréhension de qu'est-ce que cet autre-là vient faire dans ma vie et qu'est-ce que je viens faire dans la vie de cet autre-là. Et à partir du moment où on est dans cette dimension philosophique du couple, il y a quelque chose qui est très dynamique qui se met en place. Ou pas, parce qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à cette dimension-là. C'est une perspective, bien entendu. Mais il me semble important de signifier que pour moi, en tout cas, le couple est quelque chose de presque de nécessaire, je dirais. C'est une recherche naturelle que nous avons, mais en même temps, c'est une équation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. J'ai tendance à penser que le couple n'est pas naturel. Qu'il y a quelque chose où être en couple, c'est essayer de mettre en place des éléments qui, par essence même, ne peuvent pas s'accorder l'un à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est l'effort que l'on fait pour néanmoins aller au-delà de ça et trouver un sens à la relation qui permet de magnifier chaque personne qui est à l'intérieur du couple. Mm. D'ailleurs, quand on pense couple, il y a une première idée qui arrive, c'est l'engagement. Oui. Et dans ton livre, tu amènes, ce que je trouvais intéressant, c'est la différence entre s'engager envers quelqu'un et être en dépendance affective envers quelqu'un. Qu'est-ce que tu mets comme différence finalement entre ces deux notions? Ben, la différence, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, c'est comment, si quelqu'un est en couple, si je suis en couple avec quelqu'un, comment le couple me permet de mieux me rencontrer moi et non pas de m'annuler ou de m'annihiler face à l'autre. C'est ce qu'on rencontre dans toutes les dimensions de dépendance affective, où on demande à l'autre de nous faire exister par son désir. Fais-moi exister par ton désir, fais-moi exister par ton regard, fais-moi exister par ta présence. Et là, on rentre dans une dimension pathologique du couple, à mon sens. En revanche, si on comprend qu'il y a une possibilité d'autonomie, que chacun a une capacité à se développer personnellement et à rapporter ce développement personnel à l'intérieur du couple, là, il y a une dynamique qui est complètement différente. Mais la question, c'est vraiment l'autonomie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle du couple, on est, selon moi, dans un paradoxe. C'est-à-dire qu'en même temps, le couple, c'est l'espace du confort, mais c'est aussi l'espace de l'aventure. Donc, c'est comment on peut avoir les deux en même temps, comment on peut avoir un confort aventureux ou une aventure confortable. C'est cette équation-là qui est très difficile à trouver, mais qui en même temps fait toute la beauté du couple. Alors, c'est pas très à la mode de dire ça, mais le couple est un travail. C'est un travail sur soi, un travail sur la relation, un travail sur l'autre. Et pour cela, eh ben, il y a nécessité d'être le plus lucide possible sur cette dimension-là et sur sa capacité à être autonome. Tout ce qui est de l'ordre de la dépendance affective remplit les cabinets de psy à l'heure actuelle, hein, des personnes qui sont vraiment points et points liés à l'autre, pieds et poings liés à l'autre, et pour qui la relation, elle est dans un engagement, mais dans un engagement où il y a presque une soumission face au désir de l'autre. Oui, c'est une vraie problématique aujourd'hui, je trouve. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire une émission Oui, rien que sur ce sujet-là. Il y a oui, des choses à dire et des pistes qui pourraient peut-être être aidantes pour le plus grand nombre, tout à que fait. ce soit en couple sentimental ou en couple amical, peu importe, hein.
Complètement. Mais il y a une petite anecdote. C'était juste avant l'entrée dans l'an 2000, le journal Télérama avait fait une grande enquête pour savoir quelle était la plus belle chanson d'amour de la deuxième partie du XXe siècle. Et la chanson qui est arrivée en tête, c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel, et qui est une chanson sur la dépendance affective. Parce que si l'amour, c'est laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, on est dans la dépendance affective, on n'est pas dans l'amour. Et d'ailleurs, Brel lui-même avait dit, j'ai pas écrit une chanson d'amour, j'ai écrit une chanson de désespoir. Mm. Donc tu vois, c'est là où il y a quelque chose qu'il est important de réajuster de manière à comprendre que l'espace du couple est un espace de construction de liberté individuelle, mais à l'intérieur d'un engagement avec quelqu'un d'autre que soi. Mm. Et alors là où ça se complique, c'est que tu nous dis dans le couple, on est quatre au moins, plus que deux. Et donc, il s'agit de tenir compte de ces aspects masculins, féminins, qu'on soit de sexe, du genre masculin ou du genre féminin, et que tout ça, bah, ça doit se rencontrer aussi. Alors, bon, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, ça? Ah ben, c'est-à-dire que c'est-à-dire en fait, moi, je participe beaucoup de l'idée jungienne que nous avons en tant qu'homme une partie féminine, en tant que femme une partie masculine, et que ces éléments-là sont engagés dans la relation. Donc en fait, c'est accepter que, par exemple, si je prends un homme, c'est qu'un homme accepte que sa vulnérabilité ne soit pas l'inverse de sa virilité. Donc, c'est comment rentrer en contact avec l'autre, avec une dimension vulnérable qualifiée de féminine, et de rencontrer l'autre dans ces aspects-là. Et donc, quand je dis qu'on est quatre, c'est effectivement, c'est comment cette dimension masculine chez les femmes et féminine chez les hommes s'active dans la relation, se rencontre et permet d'enrichir la relation et de lui donner une dimension qui soit la dimension la plus fructueuse possible. Et encore, ça, c'est de l'un à l'autre. Mais si on revient aux structures parentales, il y a aussi le regard des parents et tout ça. Donc, quand on fait couple, on est plusieurs. Et justement, je pense que l'aventure du couple, c'est d'arriver à être deux, chacun dans sa pluralité. Et d'arriver à construire avec ça et puis à pacifier tous ces éléments-là. Dans les couples hétérosexuels, moi j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui se battaient pour rester virils au sein de la relation et des femmes rester féminines au sein de la relation et qui mettaient de côté toute cette dimension, toute cette autre polarité. Alors pour des raisons qui sont culturelles, qui sont sociales et autres, mais en même temps, je trouve qu'il y a une richesse assez étonnante à accepter de lâcher prise et que ces éléments de soi puissent se raconter dans le récit que le couple va mettre en place ensemble. Mais ce que tu as dit est très important. Il ne peut pas y avoir de couple s'il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question d'engagement dans la relation. Alors, quelle que soit la durée de cet engagement, bien entendu, mais être en couple, c'est vraiment, c'est prendre le risque de cette aventure-là, mais on prend le risque en étant pluriel. Je pars du principe que l'être humain est pluriel, qu'il y a tout un tas de pluralité à l'intérieur de nous et que tout ça va se mettre en relation avec la pluralité de l'autre. Donc, alors, certaines D'où personnes l'intérêt d'être. diront que c'est très complexe, et puis moi, je trouve ça très riche. Oui, c'est ça, il y a la richesse. Et d'ailleurs, on se rejoint, je rejoins complètement ton idée qu'un couple, ça doit être créatif à partir du moment où un couple ne crée plus et qui commence à s'éteindre. Exactement, exactement. C'est-à-dire que là, tu touches un point qui est fondamental parce que 80% des couples qui consultent en thérapie, c'est pour une absence de désir. Et la plupart du temps, on s'aperçoit que l'absence de désir, elle est là parce que le couple a perdu une créativité presque naturelle. Et donc, cette créativité qu'ils ont quasi systématiquement au début de la relation. On est créatif, on invente des choses, on pense à des choses, on est dans les fantasmes, on projette. Voilà. Et puis tout d'un coup, ça va se raréfier. Et donc, c'est comment retrouver cette source créative pour ouvrir l'espace du couple dans quelque chose qui soit joyeux. Parce que finalement, le but du jeu, c'est ça. C'est d'être dans une rencontre joyeuse avec l'autre et aussi une rencontre joyeuse avec soi-même. Et donc, cette dimension de créativité, elle est fondamentale. La seule chose, c'est que il n'y a pas de règle absolue.
C'est-à-dire que ce qui va être créatif pour un couple ne le sera pas pour l'autre. Chaque couple doit inventer sa propre créativité. Chaque couple invente le couple. Donc dans ces dimensions-là, ben, il y a un travail de recherche, de communication, d'échange, de vulnérabilité partagée à mettre en place. Et c'est là où le couple trouve une dynamique intéressante et qui va se baser sur la créativité dont on est en train de parler. Et il ne peut pas y avoir de retour du désir sans qu'il y ait de créativité qui se mette en place. Le désir a besoin d'espace créatif, le désir a besoin de surprises, d'inattendus pour pouvoir exister. Et c'est ça que les couples viennent chercher en thérapie, bien sûr. Mmh. Et la créativité, elle n'est pas juste sur le plan sexuel, elle est sur tous Bien les sûr. aspects de rencontres qu'on peut créer, générer, et qui fait que on pourrait s'essouffler parce que la vie, elle prend surtout quand on est parent de plein de manières différentes. Donc, on peut comprendre que c'est pas toujours évident au sein du couple, quelle que soit sa forme, d'agir dans cette créativité. Oui, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que le couple est fait de fluctuations. Et le désir aussi est fait de fluctuations. Les propos que je tiens, c'est pas dans le sens où il faut toujours être au top de sa forme, qu'il faut toujours être prêt à inventer des choses et tout ça. Il y a des moments qui sont des moments de parenthèse, des moments de suspension aussi dans la relation dont il faut tenir compte. Mais par rapport à cet élément de créativité, cette créativité, elle doit se faire joyeusement, mais pas que sur le terrain de la sexualité, bien entendu. Tu sais, moi, j'avance beaucoup dans les cours que je donne en sexothérapie, ce que j'appelle la règle des 3 S, c'est-à-dire sensorialité, sensualité, sexualité. Et donc, et en général, si on remarque bien, le retour de la sexualité se fait parce qu'il y a un retour à la sensualité, à la sensorialité. Et que donc la sensualité, la sensorialité n'est pas que dans la sexualité en tant que telle. C'est dans le quotidien, c'est dans des choses qui peuvent paraître banales, simples, que le sensuel et le sensoriel sont présents. Donc, partager de la sensorialité ensemble et de la sensualité ensemble, c'est le meilleur moyen pour faire un retour à la sexualité. Donc la créativité, c'est aussi inventer un certain nombre de choses dans le commun du couple, dans tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le quotidien, le banal et tout ça. Et c'est d'enrichir le banal de quelque chose qui soit suffisamment étoffé pour surprendre. Parce qu'il y a cette dimension-là, il y a cette dimension de surprise Mm. aussi qui est importante. Oui, c'est ça, la surprise. Et tu parles et tu abordes aussi la notion de sexe, sexualité et sexualité sacrée. Déjà, qu'est-ce que tu mets sous le terme sexualité sacrée? Alors, par rapport au terme de sexualité sacrée, en fait, selon moi, c'est quelque chose qui concerne le corps. C'est-à-dire que, bien sûr, ça on le sait, dans la sexualité, il y a du corps. Mais la question, c'est de quel corps parle-t-on? Est-ce que c'est un corps fonctionnel essentiellement, ou est-ce que c'est un corps qui a une dimension qui va être une dimension un petit peu plus subtile? C'est-à-dire que par exemple, on peut être dans une situation où on caresse l'épaule de quelqu'un, on caresse le sein de quelqu'un, voilà, là on touche un corps fonctionnel. Mais en même temps, dans la dimension sacrée, il y a un autre regard qui est porté sur le corps. Et à partir du moment où on considère que le corps de l'autre, c'est un temple, par exemple, que le corps de l'autre, c'est un espace précieux, donc on n'est plus dans un rapport essentiellement à la chair en tant que telle, on est aussi dans un rapport à l'âme de l'autre, on est dans un rapport à quelque chose de plus subtil. Et donc, au-delà du corps que l'on touche et du corps qui est touché, il y a autre chose, on est presque sur un terrain énergétique, il y a autre chose qui est en jeu. Et cette autre chose est extrêmement précieux, et c'est à ce niveau-là que se situe la dimension sacrée. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les approches sacrées de la sexualité, il y a toujours une autre lecture du corps. On va trouver dans le tantra la lecture à travers les chakras, par exemple. Dans d'autres approches, il y aura d'autres lectures. C'est-à-dire que le corps dans la sexualité sacrée, c'est un corps magnifié.
Donc le regard que l'on porte sur l'autre, la façon de toucher l'autre, la façon d'être en présence avec l'autre, elle est différente que dans une sexualité essentiellement génitale. Je ne dis pas que la sexualité génitale n'est pas bien. La seule chose, c'est que Mm. là, on est dans quelque chose où ce n'est pas deux espaces génitaux qui se rencontrent, c'est autre chose qui est en jeu. Donc c'est plus global, c'est plus holistique, bien entendu. Donc ça modifie complètement le rapport à la sexualité et ça donne à la sexualité une subtilité, une vibration, une façon de ressentir aussi qui est très 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 différente d'une sexualité qui viserait essentiellement à l'obtention de l'orgasme, par exemple. Là, on est au-delà de ça. Donc, je suis pas en train de dire, hein, surtout pour être bien clair, que c'est mieux, que c'est ça la solution, mais c'est une perspective. Et ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui viennent consulter, qui ont déjà fait beaucoup d'expériences, beaucoup de tentatives, beaucoup de manières de vivre leur sexualité, et ils arrivent en se disant, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et souvent, c'est la dimension sacrée de la sexualité vers laquelle ils ont besoin d'aller. Oui, qui vient compléter, comme on pourrait faire un parallèle avec les besoins fondamentaux. Tu manges, tu bois, Oui, tu te sens sécure, et après un moment, tu peux accéder à une tout à fait. ouverture spirituelle qui va t'ouvrir d'autres chemins, d'autres voies intéressantes et dans le développement personnel et spirituel, individuel et collectif, Bien finalement. sûr, bien sûr. Et tu fais dans ton livre justement un rapprochement euh, de l'évolution spirituelle et sexuelle par rapport au chakra. Tu nous amènes en fait une idée qu'il y a différentes étapes et que chaque chakra nous amène à envisager un aspect de la sexualité. Oui, complètement, parce que bon, personnellement, au cours de mon évolution, j'ai rencontré le tantra et j'en ai pas mal pratiqué et même il m'est arrivé d'encadrer des stages de tantra. J'en ai encore encadré un il y a peu de temps. Et dans cette dimension des chakras, ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution qui est proposée. Et c'est une évolution qui ne va pas dans le sens de dire qu'un chakra est meilleur qu'un autre. C'est comment tout ça est en complémentarité. Et c'est vrai que vivre ça dans son couple est quelque chose qui est très intéressant parce que, par exemple, si je prends le chakra du cœur, par exemple, être en lien avec la vibration du cœur vis-à-vis de l'autre, oui, c'est de l'amour qui se partage, mais ça ne peut exister que si les premiers chakras ont été investis. Euh, donc, euh, donc, c'est un peu la même chose que l'arbre, c'est-à-dire que oui, c'est bien d'être face à face, d'être de très beaux arbres avec de très belles branches, de très beaux fruits et de très belles feuilles, mais si les racines ne sont pas profondes, si on n'est pas enraciné, incarné, présent au monde, ça va être très difficile de pouvoir vivre ça de manière complète et absolue. Donc c'est presque comme si, bon, on parle des 7 chakras majeurs, mais c'est comme s'il y avait 7 niveaux de la relation. Et ces 7 niveaux permettent de grimper ensemble vers quelque chose qui va être de l'ordre d'une rencontre d'âme à âme finalement. Mais cette rencontre d'âme à âme, elle n'est pas décorporisée. Cette rencontre d'âme, elle se fait dans le corps. Elle se fait à travers le corps et c'est ça qui est important. Donc entre j'ai envie de faire l'amour avec toi de façon rapide, là, maintenant, parce que c'est pulsionnel, et puis j'ai envie de faire l'amour avec toi pour avoir un lien d'âme à âme, on n'est pas tout à fait au même endroit, bien Mm. entendu. Et la dimension sacrée de la sexualité, elle est à cet endroit-là. Elle est à l'endroit de l'âme. De cette vibration très particulière et très subtile. Et donc, mon livre va dans le sens d'aider les couples à envisager cette possibilité-là. Et puis après, bon, chacun y va s'il sent une appétence à aller sur ce terrain-là. Mm. Et d'ailleurs, pour avoir accès à cette dimension plus sacrée, je sais que la notion de ralentissement est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu veux bien échanger un peu plus sur ce sujet-là? Ah oui, 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 parce que ralentir est un maître mot sur ce terrain-là, parce que ça sert à quoi de ralentir? Ça sert à mettre de la conscience. Et ça, j'ai expérimenté en cabinet de manière très simple. Souvent, j'ai eu des couples en face de moi, une fois qu'on avait un peu déblayé
un certain nombre de choses, de difficultés, de ressentiments, d'inimitié et tout ça, de dire aux couples, que ce soit des couples homo ou hétéros, peu importe, ça fonctionne de la même manière, dire voilà, est-ce que vous pouvez toucher votre partenaire sur l'épaule? Donc, ils le font naturellement. Je leur dis, OK, on va refaire la même chose, mais vous mettez 10 fois plus de temps. Et ce que ça va, et de s'apercevoir que ça engage quelque chose de différent. Parce que tout d'un coup, le regard va être différent, la sensation de l'espace qui sépare la main du corps de l'autre, elle est différente. Donc, il y a une mise en conscience naturelle. Et le ralentissement est vraiment un mot-clé sur ces terrains-là. Parce que, et le ralentissement ne veut pas dire la mollesse, ne veut pas dire quelque chose voilà, qui tombe, qui est un peu déliquescent. C'est pas ça, c'est simplement prendre conscience de l'espace qui nous sépare de l'autre et d'investir cet espace d'amour, de compréhension, de douceur, voilà, tous ces éléments-là, et dans le cadre de la sexualité. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est pareil, c'est de dire à des couples, ok, vous avez une relation sexuelle qui a duré tant de temps, ben ayez la même et en prenant 10 fois plus de temps. Qu'est-ce que ça va raconter? Qu'est-ce que ça va dire? Comment ça va engager votre corps, votre pensée, vos projections de façon différente. Alors ça, il faut en faire l'expérience. Là, je suis dans les mots, dans les concepts, mais dès qu'on en fait l'expérience, on s'aperçoit à quel point il y a tout d'un coup quelque chose de précieux qui se met en place dans cette notion de ralentissement. Et la question fondamentale du ralentissement, c'est vraiment la prise de conscience. C'est vraiment tout d'un coup de prendre conscience du geste et surtout prendre conscience de l'instant. À mon sens, on parle beaucoup de vivre l'instant présent et dans une relation sexuelle, c'est quand même intéressant de vivre l'instant présent avec l'autre. Le ralentissement permet en général de vivre l'instant présent parce qu'il y a une espèce de présence qui se met en place de façon quasi naturelle. Tu donnes d'ailleurs dans ton livre des pistes sur comment alimenter la créativité dans la sexualité, mais là, on va pas trop en parler, on va laisser les auditeurs et les auditrices aller découvrir ton livre ultérieurement, si tu es d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il y a aussi toute une partie où tu ramènes la poésie. C'est vrai que la poésie, pour moi, c'est le langage de l'âme et tu dis que c'est important, les mots qu'on utilise, la manière de voir l'autre, de redéclarer son amour. J'aime bien cette idée-là. Comme si, en fait, il y avait tout le temps un renouveau, enfin tout le temps, on sait bien qu'il y a le quotidien, etc., mais de ramener ce côté un peu de poète et poétesse au sein de la relation, en quoi c'est si important que ça. Oui, à mon avis, c'est important, mais tu vois, si on regarde le début d'une relation, quand il y a cette fameuse lune de miel, cet énamourement qui est là, naturellement, on est dans la poésie. Et même encore à l'heure actuelle, à travers un SMS, un mail qu'on va envoyer à l'autre, voilà, où il va y avoir quelque chose de poétique qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on entend par quelque chose de poétique? C'est quelque chose de métaphorique. On va naturellement utiliser des métaphores. Donc, à mon sens, c'est présent dans le substrat même de la relation à l'autre et de la relation amoureuse, cette dimension poétique, et qui va avoir tendance à se perdre pour tout un tas de raisons, l'arrivée des enfants, le poids du quotidien, les problèmes financiers, peu importe. Et mon propos, c'est de dire, on peut retrouver cette dimension-là. On peut retrouver cette dimension pour peu qu'on s'en donne la possibilité et pour peu qu'on arrive à revenir à cette source-là. Mais à partir du moment où on revient à la poésie, et la poésie, c'est pas simplement qu'écrire des poèmes, la poésie, c'est aussi une manière d'être avec l'autre, c'est la façon dont on va s'habiller avant de sortir avec l'autre, pour aller au cinéma, au restaurant, c'est la manière dont on va le regarder, c'est la manière dont on va le toucher. La poésie, elle est présente tout le temps, mais c'est se donner la possibilité d'avoir accès à la dimension métaphorique de la relation et de s'apercevoir que oui, on est dans une réalité, mais on est aussi dans quelque chose de symbolique. Et à partir du moment où on rentre dans ces espaces-là, bah, naturellement, il y a une dimension poétique qui se met en place. Et donc,
Donc ça, là encore, faut en faire l'expérience, bien entendu. Mais et c'est un peu le jeu de mots que je propose dans le livre, c'est de dire que la poésie, ça, la peau aime, hein. Et donc il y a cette dimension qui est là. Et en même temps, c'est l'avantage d'avoir été thérapeute, tu vois, parce que tout ça, je l'ai expérimenté dans mes relations thérapeutiques avec mes patients et mes patientes. Et c'est pas des espèces de solutions baguettes magiques et tout ça, mais quand les couples rentrent dans ces espaces-là et les prennent en main, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours parce que ça crée quelque chose qui est inattendu, qui est de l'ordre de la surprise, comme on le disait tout à l'heure, et qui installe aussi cette fameuse créativité dont on parlait. Mm. Ça, c'est fait pour redonner de l'espoir à tous les couples qui sont déjà depuis plusieurs années ensemble et qui se demandent qu'est-ce que va être la suite, hein. C'est un livre que je vous conseille vraiment. D'ailleurs, tiens, je remets la couverture quelques instants pour que vous la voyez bien. On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, j'avais aussi envie de te poser une question concernant les premières relations sexuelles chez les adolescents, parce que aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui va prédominer dès que un tel rencontre un tel. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou leur conseiller pour que justement cette première rencontre de couple, de l'intimité du couple, ça se passe bien et que ça leur permette d'avoir des bonnes bases pour la suite? Mmh. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Faudrait presque faire une émission là-dessus, tu vois, parce que tellement c'est important. Évidemment que les premières Ok. fois sont importantes, mais, mais dans cette dimension-là, j'ai tendance à penser que chez les ados, il y a une interrogation sur la relation qui est souvent plus forte que l'interrogation sur la sexualité. C'est-à-dire que souvent les ados se posent la question de comment rentrer en relation avec cette personne, comment cette personne rentre en relation avec moi. Bien sûr qu'ils ont des interrogations sur la sexualité et hélas, les réponses, ils vont les trouver sur Internet, ils vont les trouver sur YouPorn, ça on le sait, mais moi, ce que j'aurais tendance à dire aux ados, et ça ils le savent parce qu'on en parle beaucoup, c'est vraiment d'être très attaché au consentement, très attaché à cette notion de consentement et de ne pas oublier que dans le consentement, c'est pas simplement apprendre à dire oui ou à dire non à l'autre, c'est apprendre à se dire oui ou non à soi-même. Donc il y a une dimension d'autoconsentement qui est très importante. Et dans cette dimension-là, c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai vraiment envie, besoin, moi, d'aller vers cette personne maintenant ou est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire, parce que mes copines ou mes copains l'ont fait et tout ça. C'est vraiment de revenir à soi. Et en même temps, ce qui est intéressant, parce qu'on parle souvent des premières fois, mais on parle très peu des deuxièmes fois. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des ados dans mon cabinet qui avaient eu des relations sexuelles assez jeunes, donc à 13, 14 ans, et tout d'un coup, la deuxième relation, elle était à 19. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 ou 6 ans entre ces deux relations? Ben parce que la première relation sexuelle n'a pas été satisfaisante, n'a pas été gratifiante. Et ensuite, ils prennent le temps pour, avant d'y revenir, le temps de la compréhension, le temps de l'échange, le temps du partage, le temps de la discussion, et puis le temps aussi de s'interroger sur soi et sur son rapport à son corps. Donc, mais en même temps, la grande aventure de l'adolescence, c'est quand même l'aventure de la découverte de la sexualité et d'une sexualité avec quelqu'un d'autre que soi. Tout comme la rencontre avec soi-même à travers la masturbation, elle est importante aussi, parce que c'est aussi une rencontre sexuelle avec quelqu'un, en l'occurrence soi-même. Donc, dans tous ces éléments-là, moi, c'est ce que j'ai dit aux ados et ce que je continue à leur dire, c'est respectez-vous et prenez le temps de vous demander si c'est vraiment OK pour vous et pas simplement OK pour l'autre ou OK pour une image de vous que vous aimeriez donner à l'extérieur. Hmm. Ok, une autre émission alors sur ce sujet-là à prévoir. Mais remarque, la notion de consentement, là, elle est aussi importante chez les adultes parce que combien de fois, parfois, monsieur ou madame y va et qu'en réalité, au fond, c'est pas un autoconsentement qui est présent, mais plus parce que c'est utile pour l'autre et du coup, ça donne une tendance spécifique à la relation de couple et la relation intime. Il y a de l'apprentissage aussi, je pense, à développer de ce côté-là.
Oui, oui, mais tu sais, c'est aussi pour ça que la dimension sacrée est importante. Parce que dans la dimension sacrée, ce que l'on met en place, c'est vraiment la conscience de ce qu'on fait et la conscience du moment où on fait les choses. Et cette conscience-là, normalement, elle amène naturellement la question du consentement. Est-ce que je consens à vivre ça maintenant avec cette personne-là? Ou alors, on peut très bien rentrer dans une relation sexuelle et à un moment donné s'apercevoir que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas OK. Et finalement, ben, changer d'attitude, changer de projet en plein milieu d'une relation sexuelle, c'est tout à fait possible et faisable, bien sûr. Mm. Mais ça demande beaucoup de vigilance. Et souvent, moi, ce que j'entends, c'est oui, avec le consentement, vous êtes bien gentil, mais ça tue la spontanéité. En fait, non, ça ne tue pas la spontanéité, ça permet d'avoir une spontanéité consciente. C'est c'est pas tout à fait la même chose, bien entendu. Mm. Mm. Eh bien, écoute, Alain, c'est vraiment très intéressant. On arrive à la fin de notre émission. Alors, je remets la couverture, hein, de ton livre. On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Est-ce que tu aurais envie, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ou de dire en conclusion à nos auditeurs et nos auditrices? Ben, c'est-à-dire que moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est vraiment d'aller. Je sais bien que beaucoup de personnes ont vécu des traumas, des difficultés dans leur enfance, leur adolescence et tout ça, mais de ne jamais perdre de vue que la rencontre avec l'autre, à plus forte raison dans la sexualité, c'est un espace de joie. Et moi, ce que je souhaite aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est vraiment d'accéder à cette joie-là, à cette jubilation, parce que normalement, le monde de la sexualité, c'est un endroit qui est fait de grâce, de joie, de plaisir. Et donc, ne perdez jamais de vue votre joie, parce qu'on est dans une époque qui a plutôt tendance à nous vouloir dépressifs, et être joyeux et aller vers la joie, je pense que c'est une attitude, non pas de résistance, mais c'est une attitude de vie. Hein, et face au chaos dans lequel on peut être, ben, être vivant, c'est être joyeux, et on peut être joyeux dans son lien à l'autre et dans son lien à la sexualité. Merci Alain, c'est vraiment un beau message de fin. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté ou d'écouter dans le futur cette émission. Je mettrai le lien sur mon blog authentiqueelib.com, comme ça vous pourrez aussi aller visiter le site d'Alain Héril et découvrir tout ce qu'il fait, son riche parcours et tout ce qu'il propose. Et donc, je vous dis à la prochaine fois. Alain, au revoir et merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Merci à toi, Patricia. Merci, et j'espère à bientôt, et puis belle et longue vie à ton émission. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. À la prochaine fois. Bye bye. Au revoir.